Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de là où vous nous suivez et à quelle heure vous nous suivez. C'est toujours un grand plaisir pour nous de vous retrouver dans le cadre de ce magazine Tête à Tête. Votre magazine reçoit aujourd'hui M. Yamba Yamba, qui est cadre de l'UDPS et qui est également président de la nouvelle vision panafricaine, une structure établie aujourd'hui en République démocratique du Congo. Avec lui, nous allons avoir un entretien à bâton rompu autour d'un thème certainement qui va vous intéresser. Il s'agit de Fachi au pouvoir, quel bilan à mi-chemin. Vous comprenez qu'il y a à boire et à manger pour tout le monde. Voilà pourquoi je m'empresse de saluer avec vous M. Yamba Yamba. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci aussi pour cet honneur que vous faites à Géopolis Télévision. Je vais tout de suite entrer dans le feu de cet entretien. Souvent, on compare l'histoire de la République démocratique du Congo à la marche d'un homme. Ce beau pays a rencontré sur son chemin un Joseph Kasavubu, un Joseph Désiré Mobutu, un Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila et enfin aujourd'hui Tshilombo Tshisekedi, qu'on appelle communément et affectueusement Fachi. Comment vous le définissez par rapport à la marche du pays à travers des différentes personnalités précitées? Donc, merci d'abord pour cette question très pertinente. Je voudrais, Monsieur Vicky, vous dire que chacun de nous vient sur la terre des hommes en ayant une mission. Et dans cette mission se justifie par rapport au contexte de son époque et par rapport à l'action que l'on mène pour répondre véritablement à ce contexte. Certainement qu'au début de l'indépendance, on a vu Kasavubu venir et vous saviez qu'on terminait la colonisation qui devrait continuer par un autre système qui prenait une autre forme, ce qu'on appelle la néocolonisation. Et donc, ce qui devrait diriger au début des années 60 sont des gens qui héritent, n'est-ce pas, de la colonisation. On les appelle les héritiers de la colonisation. Parce que le colonisateur n'était pas parti, il était parti physiquement, mais il devait être fait représenter par pas, des nationaux qui s'occuperaient véritablement des responsabilités au service des puissances d'argent. Et la responsabilité de Kasavubu à l'époque, c'est de s'accommoder par rapport à cette responsabilité, de jouer le rôle d'intendant et de bien entretenir de bonnes relations avec les colonisateurs. Et tant que le colonisateur devrait être satisfait par rapport à ses besoins, à ses avantages, il n'y avait pas de problème. Et vous avez vu qu'à l'époque, il y avait un homme qui avait surgi, Lumumba, Patrice, qui visiblement n'était pas dans la logique du colonisateur, qui a été tout de suite liquidé. Alors, le nouveau système néocolonial apporte l'impérialisme. Et l'impérialisme, c'est l'hégémonie de puissances d'argent, surtout dominée par des pays qui n'ont pas participé véritablement à la colonisation. Ce sont les Américains et les Soviétiques qui devenaient de plus grandes puissances après la Deuxième Guerre mondiale. Et alors maintenant, pour installer ce système-là, ils avaient besoin de construire un schéma opératoire de ce système. Raison pour laquelle ils ont estimé qu'il fallait créer des États forts parce qu'il y a eu une sorte de guerre froide entre les deux puissances. J'allais dire la puissance capitaliste et la puissance communiste ou socialiste. Et à ce moment-là, on ne peut accéder naturellement au pouvoir que quelqu'un qui est soutenu par telle ou telle puissance. Et à cette époque-là, il fallait des hommes forts. Des hommes forts, ça veut dire qu'ils sont puisés de l'armée. Et là, Mobutu arrive, et c'était de la génération où on a fait partie pratiquement la majorité des pères de l'indépendance, comme le Kwame Nkrumah, le Léomba, etc. Et Mobutu arrive, vous comprenez qu'il a une mission. Gérer un État fort au service de puissance d'argent.
pour qu'on ne soit pas bousculé par les socialistes, parce que les Américains ont pris déjà le devant. Et voilà, il est resté pendant 32 ans d'une dictature perfectionnée, où on a créé une oligarchie qui changeait à tout bout de vent, mais construisant une dynamique de vivre ensemble dans une sorte de pensée unique. Tout le monde réfléchissait comme de bouteilles de Primi dans un casier de bière. Malgré les déclarations incantatoires, malgré cette force, cette discipline installée au pays, écoutez, ça n'a pas suivi véritablement du développement ou du progrès de la société. Et alors maintenant que les choses ont évolué, il fallait dans les années 90 que l'on change de système pour qu'on ait, au lieu d'avoir deux puissances, que nous ayons une seule puissance qui est directe, qui dirige le monde. Et ce sont les Américains avec les débossellements, n'est-ce pas, du mur de Berlin. Et là, il faut chercher un nouveau système parce qu'il y a maintenant un seul directeur et comment il va opérer. Et il faut parler de la démocratie, une démocratie qui ne donne pas de résultats, mais une démocratie où on impose des personnes par les élections. Et c'est arrivé, Laurent Kabila qui met de côté Mobutu, qui a été déjà accommodé par la dictature, qui du reste était voulu par les contextes de la guerre froide. Et Laurent arrive, curieusement, Laurent, au lieu de s'accommoder par rapport aux intérêts occidentaux, alors il a fait tête, et voilà, il est parti comme Lumumba est parti à son temps, est venu finalement le tour de Joseph Kabila, qui, après avoir observé la mort tragique de son père, avait voulu observer les choses et laisser faire un certain nombre de choses. Mais ça comptait le fait que, bien qu'on ait un directeur, le monde commençait à changer parce que l'Asie commençait véritablement à se mettre dans le jeu. Vous avez des puissances qui commencent à émerger, notamment la Chine, vous avez les Russes qui commencent à revenir, vous avez l'Inde, vous avez les Européens d'autre part, le Brésil, l'Afrique du Sud, etc., toutes les puissances émergentes, etc. Alors, la multipolarité de la puissance exprimée en termes de pôle, afin que, le président Kabila avait une marge de manœuvre pour faire quelque chose. Malheureusement, que ce soit les technologies, que ce soit les industries, le paradigme n'a pas changé. Parce qu'il y a deux types de paradigmes. Il y a le paradigme occidental qui est fondamentalement hérocentriste. Ce paradigme est à rentabilité externe, c'est-à-dire tout ce que nous faisons en termes de production, c'est à l'état brut, et ça a mené à l'état brut vers les industries où on les transforme, on crée de l'emploi, on crée des richesses, et ils vivent bien, et nous n'avons que les yeux pour regarder. Et on a vécu pendant 18 ans, où on a entendu le changement, mais ce n'est toujours pas venu, parce que le paradigme n'a pas changé. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Maintenant, il faut construire une alternance. Et cette alternance fait venir Fathi au pouvoir. Alors, Fathi a l'avantage, naturellement, d'être resté pendant près de 37 ans à l'opposition et d'avoir tiré un certain nombre de leçons des différents systèmes qui se sont succédés. Et la première leçon, c'est au niveau de ce que représentent les intérêts de notre peuple. Il met en place ce qu'on peut appeler l'action politique qu'on appelle « Peuple d'abord », qui a été, vous savez, à l'époque, fondée par le patriarche Tshisekedi Étienne, et qui, visiblement, devait se poursuivre avec Fathi. Alors, il met la barre très haut, le peuple d'abord. C'est que très clairement, il faut travailler dans la perspective où le peuple trouve son compte. Et que les actions... Nous allons y revenir, M. Yamba Yamba.
parce qu'on va faire le bilan. Oui. Mais j'aimerais que nous puissions rester dans cette vision linéaire par rapport aux prédécesseurs des Fachi. Parce que en vous suivant, vous présentez les prédécesseurs comme étant des suppôts, même de l'extérieur. Mais Fachi, par rapport à ses prédécesseurs, qu'est-il? Fachi a l'avantage de trouver un terrain où il y a des forces émergentes à l'interne comme à l'externe. Vous savez, il y a des altermondialistes à travers le monde aujourd'hui qui se battent bien qu'étant des pays à rentabilité instable pour que véritablement la justice sociale planétaire se planétarise. Et par rapport aux années passées à l'opposition, Fachi a tiré des leçons pour dire oui, nous n'avons pas de capitaux, nous avons besoin de partenaires traditionnels, oui, il faut comptabiliser également les partenaires émergents, mais il faut aussi leur demander ce qu'ils faisaient, ça veut dire quitter avec le BRIT du pays vers l'extérieur, on peut, avec ce BRIT, être transformé ici, on peut commercialiser ici, et on peut véritablement construire une coopération gagnant-gagnant. Et je crois que c'est ça, ce qui est en train véritablement d'être construit. Certainement que, bon, pour l'instant, nous n'avons pas des capitaux. Les capitaux doivent venir à la fois de l'Occident et de l'Orient, mais avec insistance pour dire, oui, vous avez beaucoup gagné, mais est-ce que vous ne pouvez pas aussi comprendre que nos concitoyens ont aussi besoin de gagner? Donc, Fachi vient avec de nouvelles formules, avec une sorte d'intelligence économique en disant, construisons par exemple des zones spéciales économiques où on essaye, j'allais dire, de faire des exonérations des taxes, etc. Et on draine les investisseurs, quel que soit le lieu de provenance, mais vous venez transformer, créer des richesses, créer des valeurs ajoutées, vous allez gagner, nous aussi nous allons gagner. À ce moment-là, il y aura moins de pression. Voilà. Et c'est ça la particularité de Fachi par rapport à ses prédécesseurs. Donc, il a une marge de manœuvre. Les autres, si on peut les taxer des néocolonialistes, on peut déduire que Fachi, c'est un afrocentriste. C'est un afrocentriste, il s'en réclame. C'est un panafricaniste, mais intelligent. Parce que, vous savez, ces gens, ils sont pareils. Maintenant, notre terrain, qui est le terrain de prédilection de tous les vautours internationaux, est disputé par plusieurs pôles de puissance. Cette marge de manœuvre donne à Fachi la possibilité d'affirmer aussi notre leadership et de donner un canevas de travail. C'est très important. Et donc, aujourd'hui, sincèrement, il y a des principes de base. Ça veut dire continuer la coopération, mais la coopération gagnant-gagnant, et aussi fabriquer une génération de millionnaires, parce qu'à l'interne, on peut avoir des hommes et des femmes qui sont capables d'avoir des richesses et utiliser les différentes technologies, peu importe l'importation, mais qui peuvent, tous ces gens-là, bien entendu, travailler dans la perspective d'améliorer les conditions de vie de la population. Et par rapport à ça, Fachi dit, Congolais, organisez-vous, produisez des projets bancables, je mets en place un fonds de garantie pour soutenir les entrepreneurs potentiels, je mets en place la banque de développement rural qu'on appelle généralement la banque de crédit agricole, parce que nous avons plus de 120 millions d'hectares de terres arables, etc. Et voilà, donc quiconque qui souhaiterait véritablement se lancer dans la production de richesses, voilà, nous vous donnons la garantie d'être en compétition avec les partenaires extérieurs, mais d'obtenir un certain nombre d'avantages de notre gouvernement pour que vous soyez plus efficace, plus efficient, de manière à produire des richesses, produire des emplois, etc., créer des chaînes de valeur ajoutée, faire en sorte que nous puissions aussi avoir le maître congolais, etc. Ça, c'est la vision panafricaniste, tshisekédiste, qui consiste véritablement à provoquer une rentabilité interne dans une approche afrocentriste. Voilà, je vous ai présenté comme un cadre
de l'UDPS. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Puisque vous êtes d'un parti, vous êtes l'émanation d'un parti qui a combattu plus d'une trentaine d'années, aujourd'hui que vous êtes au pouvoir, pour vous, c'est un motif de satisfaction et même d'autosatisfaction, voire même d'orgueil, ou c'est plus de la responsabilité? C'est la responsabilité. Vous ne pouvez pas susciter l'espérance d'un peuple et s'enorgueillir. Parce qu'on a suscité tellement les attentes, et il suffit simplement d'écouter la télé. Vous allez dégager un échantillonnage. Comment les gens se lamentent. Les gens posent des problèmes qui auraient pu être résolus pendant 50 ans, mais dont on demande à un gouvernement de 3 mois de pouvoir résoudre. C'est qu'on a suscité vraiment l'espoir. Vous vous rappelez l'investiture du président de la République, comment tout le monde chantait Papa Lobaki, peuple d'abord. Certainement que le peuple est toujours au début et à la fin de toute action politique. Mais tout cela nécessite naturellement des réformes, des arrangements institutionnels qui permettent naturellement aux décisions du gouvernement d'être plus efficaces. Mais bon, que voulez-vous? Allez-vous être orgueilleux? Allez-vous bomber la poitrine dans une situation où vous avez 105 millions d'habitants? Et sur 105 millions d'habitants, 96% sont des chômeurs. Et les 4% sont des chômeurs cachés ou déguisés. Des chômeurs, des salariés non rémunérés. Quand je dis non rémunérés, entre guillemets, ça veut dire que le salaire ne correspond pas véritablement à la survivance dans la cité, etc. Donc, on ne peut pas être content lorsque vous avez près de 100 millions de personnes en situation de détresse. Ça vous pousse à prendre de mesures, des innovations, etc. Mais croyez-moi, mon ami Vicky, on hérite quel personnel politique, on hérite quelle méthodologie de travail, on hérite quelle vitesse de traitement de dossiers. Tout cela, ce fardeau, pèse naturellement sur le travail qui aurait pu, endosser essentiellement l'UDPS, mais qui n'a pas gagné les élections parlementaires, mais qui est obligé véritablement à faire des coalitions, mais en coalition avec quel personnel, et coalition avec quel personnel, avec quelle mancoméologie. Parce que généralement, on a des hommes et des femmes, mais qui ont vécu dans d'autres systèmes, qui ont intériorisé, domestiqué un certain nombre des antivaleurs d'autres systèmes. Alors maintenant, lorsqu'on veut faire un déménagement du système, les gens ont difficile véritablement à s'écarter des antiques qu'ils ont encaissés pendant plusieurs années, etc. Et cela pose des problèmes de douleur d'enfantement, etc. Mais quand cela ne tienne, oui. On est en train de construire une génération, on est en train d'organiser les citoyens pour qu'ils prennent conscience et en mettant des garde-fous avec des structures de dissuasion pour permettre à pouvoir réguler les comportements de tout un chacun et à s'adapter par rapport à ces nouveaux systèmes que nous sommes en train de mettre en place. Mais ça ne se fait pas de manière mathématique ou mécanique. Il faut du temps, il faut y aller de manière progressive, graduelle et évolutive. Malheureusement, le ventre affamé n'a point d'oreille, mais nous ne pouvons que faire comprendre que si nous voulons sauter les étapes, écoutez, on va sauter aussi les résultats. Et le grand travail, en termes d'arrangement institutionnel qui est mis en place par le président de la République aujourd'hui, c'est d'être avec la population, de définir avec la population, de travailler avec la population et de bénéficier avec la population, de traverser la route avec la population. Et ça nécessite à la fois des compétences techniques dans les chefs de collaborateurs, etc., qui sont censés accompagner les chefs, et aussi des compétences humaines et politiques
de ceux qui ont une portion de responsabilité dans la perspective que demain, il y ait une torche qui éclaire l'avenir. Ça reste un défi. Voilà, donc le défi des réformes. Mais les réformes ne s'imposent pas seulement aux institutions et aux hommes. Je crois que les réformes s'imposent aussi à l'UDPS. Parce qu'une certaine opinion pense que l'UDPS ne s'est pas suffisamment outillé pour accompagner le président de la République. Nous sommes en face d'un parti politique miné par des guerres internes. Nous sommes en face d'un parti politique qui affiche une sorte de rupture entre la base et le sommet. Nous sommes devant un parti politique qui développe une sorte d'intégrisme dans le cadre du jeu démocratique qui est en fait basé sur la contradiction. Je me suis beaucoup Vicky, hein. Je ne dirais pas, je n'utiliserai pas comme vous les concepts intégrisme. Il n'en est pas question. Mais je pourrais comprendre avec vous qu'il peut y avoir une certaine distanciation entre la gouvernance que nous assumons en termes de leadership et la base. Pourquoi? Simplement parce que nous avons vécu 37 ans à l'opposition. Nous avons affûté des armes pour combattre, démolir, déconstruire une dictature. Ça, nous en avons l'expérience. Et pendant 37 ans, plus de 3 décennies, nous n'avons pas eu l'occasion, n'est-ce pas, d'accéder à des responsabilités publiques pour construire une expérience et pour véritablement être en mesure de booster dans un délai relativement court le pays. Et donc, on est là, on arrive au moment où on s'y attendait le moins parce que l'environnement n'était pas propice, la tricherie avait élu domicile, et tout était boutiqué de telle sorte que, bon, on peut le moins croire à de grandes performances, même si on avait le courage et la détermination, en sachant que notre peuple est plus qu'une bombe atomique et que quiconque qui prendrait le risque de pouvoir remettre en question sa vocation le trouverait sur son chemin. Nous sommes allés, aujourd'hui nous avons le pouvoir. Entre-temps, que ce soit au niveau de la base, parce que nous avons des cellules, nous avons des sous-cellules, nous avons des sections, et certainement que chaque entité regorge un arrangement institutionnel d'après le parti. Et notre parti a été conçu, quand on a le président, il a les ambitions d'être chef de l'État, vous avez le secrétaire général, les ambitions d'être Premier ministre, vous avez des secrétaires nationaux, comme des ministres, etc. Ça se perçoit au niveau de provinces, comme des fédéraux, compagnies, etc., jusqu'au niveau des villages. Mais là, on a acquis une expérience à l'intérieur du parti. Certainement que nous avons une masse critique. Nous avons des cadres à travers le monde, parce qu'il n'y a pas qu'à les fédérations à l'intérieur, nous avons des fédérations à l'extérieur. Beaucoup de gens parlent de la diaspora aujourd'hui, mais ce sont des gens qui sont de l'IDPS, mais qui viennent des différents pays, etc. Nous avons une certaine expérience, c'est vrai. Mais, croyez-moi, quitter le système de combattants pour déménager vers un système de redevabilité, c'est-à-dire, nous ne sommes plus en train de demander à exiger que les autres fassent pour nous, mais nous sommes placés dans la position de pouvoir faire pour les autres. Et là, ça devient un travail technique. Et la technique ne se négocie pas. Et ça prend du temps pour s'accommoder. C'est un peu le travail. Et vous avez vu, hein, nous avions des ministres, etc., mais qui ont été mis de côté, mais qui ont appris naturellement à acquérir une certaine expérience de gestion, etc. Aujourd'hui, même quand vous regardez à l'intérieur du parti, les gens commencent à construire une dynamique de performance. Mais il faut y aller mollo, il faut y aller mollo, etc. Mais nous ne sommes qu'à 2 ou 3 ans. Encore que les 2-3 ans n'ont pas été notre allié. Parce que nous avions des alliés qui n'avaient pas le cœur dans l'ouvrage, etc. Il faut compter simplement avec le gouvernement Samalou Kondé. Encore que ce gouvernement
est né d'une certaine hybridation, etc. Donc, là, nous sommes en train de nous dire, au regard des expériences que nous venons d'accumuler, de se dire, mais il faut qu'on se prépare bien pour les élections prochaines, de telle sorte que nous ayons des hommes et des femmes qui seront ici véritablement de l'IDPS et qui peuvent aider, n'est-ce pas, si nous gagnons les élections présidentielles ou parlementaires, de pouvoir constituer un gouvernement homogène qui nous permette, n'est-ce pas, d'asseoir et d'opérationnaliser notre projet de société. Ça, c'est un grand défi, mais pour le reste, certainement qu'il n'y a pas encore eu de dégâts. Le président de la République, au travers de la gestion IDPS, a le mérite de ressusciter l'espérance. Ressusciter l'espérance suppose, et quand vous écoutez même à la télé, comment les gens disent que non, les hommes politiques, des menteurs, des voleurs, des vautours, etc. Maintenant, là, on se dit, oui, on a existé dans un système où les hommes politiques privatisaient les affaires publiques, considéraient le patrimoine commun comme étant leur affaire privée, etc. Alors maintenant, il faut couper les cordons ombilicaux. Mais pour le faire, il faut requinquer les différentes structures de dissuasion. Raison pour laquelle on parle de plus en plus aujourd'hui de l'IGF, qui a existé depuis et qui visiblement n'a jamais été efficace. Il n'y a pas que l'IGF. Hier, j'étais à une réunion où on veut requinquer également c'est pas la territoriale, c'est pas l'inspection générale de la territoriale qui s'occuperait également des entités territoriales décentralisées pour contrôler, parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas des organes délibérants. On leur donne, ils ont un budget, mais qui contrôle ce budget, qui contrôle les réalisations, etc. Il n'y a personne. Et donc, cette inspection pourrait bien faire le travail. Et il y a des études, des réformes qui sont en cours qui permettront à cette inspection. Il n'y a pas que ça. La Cour des comptes doit faire son travail. Les assemblées provinciales doivent faire leur travail de monitoring de l'action publique. L'Assemblée nationale, le Sénat sont des institutions d'implémentation. Ils doivent travailler, elles doivent travailler, les institutions, dans la perspective de faire un monitoring. Il y a la société civile devenir aussi très professionnelle, quitter les incantations pour aller dans le sens de pouvoir considérer les prévisions, les réalisations, dégager les écarts, demander pourquoi ça n'a pas été réalisé. Donc, on est en train d'asseoir ce processus institutionnel où on met en place un système de surveillance mutuelle où personne... Un ami me disait hier, il dit, Norbert, vous savez, on n'a plus de marge de manœuvre. On dort avec les stress de l'IGF et on se réveille avec les stress de l'IGF. Moi, j'ai dit, mais il n'y a pas que l'IGF, faites attention. Désormais, l'Assemblée nationale, le Sénat devra aussi faire son travail. L'ANER, l'Agence nationale de renseignement, qui est un service secret de sécurité, deviendra un service d'intelligence composé des hommes et des femmes qui ont une expérience, une intelligence grandissante et qui peuvent photographier quelque chose dans la société si ça ne marche pas et proposer un certain nombre de solutions. C'est tout ça qui va permettre à ce que on se réapproprie et qu'on succède davantage l'espoir. Mais ça ne se fait pas en un jour. Il faut asseoir ça, le temps que ça se consolide et le temps de tenir la torche et d'éclairer l'avenir. Mais il faut donner du temps au temps. Ok, monsieur Yamba, je vais moi rester toujours sur l'UDPS parce que j'ai pris le temps d'écouter, j'ai pris le temps d'analyser. Vous avez évoqué tout à l'heure le slogan du peuple d'abord. Aujourd'hui, il y a une opinion qui vous reproche quand même des limites dans ce sens-là, parce qu'on a connu Étienne Tshisekedi, qui a vécu dans une certaine modestie, quand bien même il a occupé des grandes fonctions. Mais aujourd'hui, il y en a qui sont surpris de constater que il y a des cadres de l'UDPS qui sont au pouvoir, qui affichent un profil même de suffisance sur le plan de la richesse. Est-ce que c'est normal ou c'est que vous voulez faire prévaloir? Bon, je ne sais pas, mais vous savez, chez nous, lorsqu'il y a trop de pauvres,
la tendance de ne pas voir l'autre mieux vivre. Non, parce qu'on a eu ces discours-là. Au Congo, c'est lui qui vit bien, c'est un voleur. Ouais, alors aujourd'hui, vous vivez bien. Donc non, mais il y a des gens qui vivaient un peu bien avant, qui continuent à vivre comme par le passé. Certainement qu'il y a beaucoup de voleurs. Hein. Beaucoup de voleurs dans la société, en fait. On en a vécu, hein, et c'est normal. Mais est-ce que c'est pour autant dire que les gens de l'IDPS vivent de manière ostentatoire? Moi, je dis non. Est-ce qu'il y a des gens qui ont l'argent à l'IDPS? Les quelques rares sont des députés, les quelques rares sont des ministres. Et avec les mots de Fatih ici, vous êtes ministre, vous volez, et bien vous risquez d'aller en prison. Non, moi je ne pense pas qu'il y a des gens qui ont des moyens, qui vivent de manière ostentatoire. Certainement que, bon, à l'époque, les pères fondateurs de l'IDPS avaient construit une certaine manière de vivre les choses. Et lorsqu'on observe même le président de la République, c'est l'humilité totale. Hein. J'aurais aimé que vous fassiez un petit déplacement à la cité de l'Union africaine et vérifiez que vous soyez reçu par le président de la République et vous verrez là où il est. Non, j'ai visité beaucoup de palais à travers le monde. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui vit comme ce qu'on est en train d'observer avec le président Tshisekedi. Cela n'empêche pas. Pourquoi ne pas vivre de manière commode, confortable? Mais il faut vivre de manière confortable en y allant avec son peuple. C'est très important. Mais on ne sera pas dans une société... on aura une égalité des chances, mais on n'aura pas une société égalitaire. C'est très important. Certainement que, bon, beaucoup de gens sont venus comme pour dire, bon, voilà, les Mobutistes ont gagné, les Kabylistes ont gagné, nous aussi on peut. Mais aujourd'hui, malheureusement, le président ne participe pas dans ce genre de choses. Et maintenant, tout un chacun a peur. Tout un chacun a peur, ne peut pas poser des actes incontrôlés. Donc au moins, cette crédibilité, que dirais-je, cette intégrité du président de la République limite les dégâts. S'il était très favorable, il composait avec eux pour négocier des marchés, etc., on allait assister à des scandales parce qu'on a été formés tous dans le système obusien où on parle de la théorie de la réification. La réification au Congo, ça veut dire tout un chacun veut se montrer important par rapport à l'objet qu'il détient. Il habite ma campagne dans une belle villa. Oh, il a une voiture, je ne sais pas de quelle catégorie, de quelle marque. Oh, il a une montre de 10 000 $. Et il est content d'en parler, etc. Maintenant, là, une montre de 10 000 $ devient un indicateur pour poser la question de savoir où est-ce que vous avez obtenu ça. Et ça bloque les ardeurs des uns des autres et ça facilite véritablement qu'un esprit se construise, cet esprit de respect des biens communautaires, etc. Donc, ne croyez pas qu'aujourd'hui, avec les 3 mois, avec les 5 mois, et qu'on va changer toute la situation. Raison pour laquelle le président avait dit, au même moment que les cours et tribunaux renaissent, il faut les requinquer, c'est au même moment qu'il faut une cellule de changement de mentalité pour travailler dans le sens de pouvoir faire une déprogrammation mentale, une décolonisation psychologique. Il n'y a pas que ça. Il y a d'autres structures comme l'agence de lutte contre la corruption, etc. La presse, vous êtes un 4e pouvoir. Vous devez faire les investigations, vous pouvez dissuader les gens de ne pas poser des actes incontrôlés. Lorsqu'il y a un partage de rôles et qu'on met en place un système de surveillance mutuelle où quelqu'un a peur de faire poser tel ou tel acte parce qu'il est regardé par telle ou telle personne, je pense sincèrement qu'on devra domestiquer un comportement qui va se généraliser et s'accommoder avec le système qui met en route une série de structures de dissuasion qui sont véritablement en train de traquer tout un chacun pour éviter de poser des actes incontrôlés. Ok, monsieur Yamba Yamba, nous approchons lentement mais sûrement la fin de l'émission, mais j'ai encore 2-3 préoccupations. Au regard de tout ce qu'on s'est dit,
quel est finalement les faits saillants que vous ressortez du bilan de Fachi depuis qu'il est au pouvoir? En fait, je ne veux pas revenir sur comment dire, le tralala, permettez-moi l'expression habituelle, mais vous êtes un analyste, vous êtes un Congolais. Un consultant. Voilà. Un consultant. Donc vous observez aussi l'évolution. Quels sont les faits saillants que vous ressortez par rapport à ce qui a déjà été vécu? Je vous réponds comme expert sur la question. J'aimerais, mon frère Vic, que nous puissions poser, n'est-ce pas, des principes, des bases pour faire l'évaluation ou l'analyse d'un bilan. Allez-y brièvement. Il faut, tenir compte du programme qui a été élaboré, lequel programme contient des prévisions. Et si l'on veut faire le bilan, on essaye de voir les prévisions et les réalisations. Et qu'est-ce qui reste à faire par rapport aux prévisions? C'est très important. Il me semble qu'il y a eu des programmes, il y a eu 100 jours, et puis finalement, il y a eu le programme Ilou Nkamba, et aujourd'hui, nous avons le programme Samalou Kondé. Lorsqu'on additionne le programme 100 jours, Ilou Nkamba, etc., ce programme, vous savez, n'a pas été très efficace à cause du fait que beaucoup d'acteurs n'avaient pas le cœur dans l'ouvrage. Cependant, la séquence 100 jours avait donné un certain nombre de réalisations. Et ces réalisations ont porté sur les secteurs de souveraineté. Dans les secteurs de souveraineté, vous avez la sécurité, vous avez l'éducation, vous avez la santé et vous avez l'alimentation. En ce qui concerne la sécurité, personne n'ignore que nous avons connu un temps de déstabilisation et d'instabilité presque récurrente et permanente à l'est de notre pays, et ça faisait l'effet des contingents même dans d'autres provinces. Et qu'est-ce qui a été pris comme décision? Il semble qu'il y avait moins de militaires sur le terrain. On a doublé. On est parti de 11 000 à 22 000. Certainement qu'il y a eu des manigances. Mais néanmoins, on n'est pas resté à 11 000 seulement. On a augmenté. On a dit, non, les militaires ne touchent pas leurs soldes, etc. Certainement qu'il y a des manigances. On est en train de combattre ça. Il y a des gens qui sont arrêtés pour ça. Mais on a augmenté le solde et on a payé le solde. On a dit, non, il faut du matériel. Il y a eu des matériels. Aujourd'hui, la dose en termes d'attaque, n'est-ce pas, de milices ADF, qu'on appelle généralement cette milice qui recrute avec des colorations multiformes, etc. Il y a une diminution, même s'il y a des incursions de temps en temps. La question de la sécurité, on a même augmenté le budget. La question de l'éducation. Aujourd'hui, le président a juste actionné l'article 43 de notre Constitution qui parle de la gratuité. On est parti de ce qu'on sait. Aujourd'hui, il y a 4 millions d'enfants qui ont accès à l'école. Certainement qu'il y a des douleurs d'enfantement. Quelqu'un dira non, mais écoute, ça ne marche pas. Mais écoutez, il faut commencer. Quand on ne commence pas quelque chose, on ne commencera jamais. Mais au moins, nous avons 4 millions d'enfants pauvres qui ont accès à l'éducation simplement parce qu'il y a eu gratuité. Aujourd'hui, on peut compter sur les prévisions qui ont été faites dans la perspective de construction des écoles, des complexes scolaires. On est à 87% de taux de réalisation. La santé, la même chose. Il y a eu, n'est-ce pas, des centres de santé. Croyez-moi, mais écoutez, le projet 100 jours, le programme 100 jours, ça n'a pas dépassé 500 000 millions de dollars. Et le taux d'exécution, c'est de 334 millions de dollars simplement. Et avec ça, vous voyez, les fonctionnaires, beaucoup de fonctionnaires ont été recrutés avant les élections, les élections de 2018. On est parti de 800 000 fonctionnaires à 1 million 600. C'est que 800 000 qui ont été recrutés avec des numéros matricules simplement pour préparer une bombe atomique pour le gouvernement qui arrive. Aujourd'hui, la plupart
n'est-ce pas, de ces fonctionnaires ont il y en a ceux qui sont payés, il y en a ceux qui ont les numéros matricules. On est en train véritablement de régulariser, n'est-ce pas, la situation des nouvelles unités, etc. Au niveau de l'alimentation, tout le monde mange. Non, tout le monde ne peut pas manger dans 2 ans. Ah non, mon ami, nous avons 5 millions d'habitants. Nous avions plusieurs centres de recherche agricole dans notre pays. Ces centres ne sont plus opérationnels. Il faut aller en Gandajika, il faut aller ici en Boisi, il faut aller à Boquete à l'Équateur, il faut aller à Moulungu. Aujourd'hui, on est en train, avec l'INERA, de travailler dans la perspective de pouvoir donner des moyens. Quels moyens? Il faut que les gens payent les taxes. La plupart des Congolais ne payent pas de taxes, ne payent pas des impôts. On ne ramasse pas l'argent comme ça. Il faut la production. Combien de sociétés opérationnelles? La plupart de nos entreprises sont devenues des canards boités parce qu'elles ont été vraiment presque privatisées de manière sauvage. Eh bien, écoutez, on n'a pas de moyens. Et il faut que le président mette en route ce fonds de garantie, etc. Il faut que le président travaille dans les cas des zones spéciales économiques, etc. Et ça, on y va lentement, mais sûrement. Aujourd'hui, on est dans la perspective de dire, oui, nous avons des fruits, oui, nous avons des graines, nous avons la possibilité de transformer, par exemple, quand vous voyez, vous êtes dans le Bas-Congo ici, les oranges viennent, les pamplemousses viennent, les mandarines viennent, etc. Mais il n'y a même pas une petite usine de transformation pour fabriquer le jus. Non, il n'y en a pas. Mais c'est ce qu'il faut, et le président prévoit naturellement des fonds. Quand quelqu'un élabore un programme, un projet bancable, où il dit je vais m'occuper des fruits, des oranges, de l'ouosie. Écoutez, on analyse les taux de rentabilité et on peut lui donner des moyens. On crée une certaine aération, ça ne suffit pas, c'est vrai, mais en tout cas, on n'est pas comme la situation de départ. Quand vous regardez les différentes routes au niveau de l'intérieur, moi je voyage de temps en temps à l'intérieur de mon pays, etc. J'essaie de regarder. Certainement qu'on n'est pas au niveau suffisant, on ne peut pas véritablement s'auréoler d'un prestige. Mais j'ai dit, mais c'est le début du commencement. Et le président a une spontanéité telle que certainement que quelqu'un dira il faut que les choses soient planifiées. Oui, planification, mais il y a aussi des décisions spéciales qui correspondraient véritablement à des exigences spéciales. Et donc, tout cela faisant combine montre très clairement que nous sommes en train d'avancer. Mais malheureusement, moi je suis panafricaniste. Chez nous, on a toujours tendance à imiter l'Occident parce qu'en France, c'est 5 ans pour faire un mandat présidentiel. Et pourtant en France, ça fait des millénaires qui sont dans une situation de performance. Or nous, le pavement c'est un problème, le mur problème, l'enfant problème, la femme problème. On dit non, il faut 5 ans pour être démocrate, il faut faire 5 ans comme la France. Mais c'est des conneries ça. Okay. Donc il faut tout changer, tout chambouler, construire une approche afrocentriste, donner un contenu africain, se poser la question sur la gouvernance de ce qu'a représenté nos ancêtres, identifier ces héritages, les moderniser, les théoriser et les articuler sous forme de loi. Et tout cela exige des réformes et nous sommes en train d'y aller, mais à 5 ans, vous ne pouvez pas y arriver. C'est une opinion sur laquelle nous reviendrons. Nous sommes déjà à la fin de cette émission, de cet entretien fleuve avec vous autour de l'UDPS, autour de l'action du président de la République que nous appelons Félix-Antoine Tshisekedi, Fachi, pour ceux qui l'aiment beaucoup. Donc merci beaucoup Monsieur Yamba Yamba pour cet apport que vous faites pour éclairer un peu l'opinion. Je crois que ce n'est pas la dernière invitation à laquelle vous répondez. Nous aurons la possibilité de nous revoir. Merci pour l'invitation. Nous restons toujours dispo, mais croyez-moi, on dit, je sais pas, Rome n'a pas été construite en un jour. Hein. Okay. Il faut du temps et je crois qu'on est sur le bon chemin. Et il faut avoir de la patience, encore qu'on s'y engage parce que nous sommes tous des parties prenantes pour construire notre pays qui a besoin véritablement de contribution de tout un chacun. Monsieur Yamba Yamba, je vous remercie. Merci bien. Merci aussi à vous, nos chers téléspectateurs, pour votre aimable attention. Le prochain rendez-vous, c'est au jour habituel. Au revoir.